Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un point sur le chapitre 12 statique des fluides, dans lequel nous allons décrire le fluide au repos. Tout d'abord, un fluide, qu'est-ce que c'est? Dans notre esprit, on associe souvent ça à quelque chose qui coule, c'est-à-dire un matériau où les molécules macroscopiquement forment un ensemble fluide parce que microscopiquement, elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. À l'état de liquide, les molécules restent assez proches les unes des autres, il y a quand même beaucoup d'interactions, mais elles sont quand même en capacité de se mouvoir les unes par rapport aux autres. Et dans un gaz, alors là, il y a encore plus d'espace disponible, les molécules sont très éloignées et elles peuvent vraiment se déplacer à grande vitesse. Macroscopiquement, on va définir plusieurs grandeurs pour décrire un fluide au repos. On va commencer par la température. La température, c'est quoi? C'est une grandeur qui va être liée à l'agitation des molécules ou des particules dans notre fluide. Plus les particules vont être agitées, plus l'agitation thermique va être grande, donc plus leur vitesse va être grande, et plus cela va augmenter l'énergie du système, donc la température. Deuxième grandeur importante pour décrire un fluide au repos, c'est sa masse volumique, c'est-à-dire la masse d'un certain volume de liquide. Cette masse volumique se mesure très simplement en mesurant un volume de liquide ou de gaz que je pose ensuite sur une balance pour connaître sa masse. En gros, la masse volumique, c'est la masse d'un certain volume de fluide. Dernière grandeur utile pour décrire un fluide, il s'agit de la pression. Quand vous allez enfermer un fluide dans une enceinte fermée, en particulier un gaz, ces molécules vont se déplacer très vite dans cette enceinte, vont se rencontrer, vont faire des chocs, mais vont aussi rencontrer les parois et faire des chocs contre les parois, exerçant une certaine force contre les parois. Alors quand vous prenez une molécule qui va venir rencontrer la paroi, ça fait une force très très faible. Mais quand vous en prenez des millions et des millions et des millions, eh bien macroscopiquement, c'est une grandeur qu'on peut mesurer et qu'on appelle la pression. Cette pression est donc due aux forces pressantes exercées par les particules de fluide sur la paroi. On va maintenant voir les lois de la statique des fluides. La loi de Mariotte, la loi fondamentale de la statique des fluides, et on verra comment définir ces fameuses forces pressantes. Tout d'abord, on va voir la loi de Mariotte, qui concerne les gaz et qu'on appelle aussi loi de Boyle-Mariotte. Cette loi nous dit qu'à température et à quantité de matière donnée, le produit de la pression fois le volume de fluide est une constante. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple d'une seringue. Cette seringue, je vais la fermer au bout. Donc ça veut dire que j'ai emprisonné dans la seringue un certain volume d'air, représenté par les petites billes vertes. Ici, j'ai représenté les molécules de l'air. Et on considère que la quantité de molécules d'air dans la seringue est fixe. Et on va également considérer qu'au cours de cette expérience, la température du système reste stable. Au départ, tel que je l'ai représenté, le volume de la seringue est assez grand, donc le volume d'air occupé par les molécules dans la seringue est assez grand et finalement les molécules ont de la place et peuvent se répartir telles que je les ai emprisonnées, c'est-à-dire à pression atmosphérique. Imaginons maintenant qu'on pousse sur le piston de la seringue. Les molécules vont donc avoir moins de place pour se répartir. C'est un peu comme vous quand vous êtes dans le métro à l'heure de pointe. Tout le monde est serré et finalement vous avez un peu moins la place de bouger. Donc là, on voit que les molécules vont exercer davantage de pression sur les parois de la seringue et finalement, on peut dire que la pression augmente quand le volume diminue. On peut également faire le cas inverse. Cette fois-ci, je l'emprisonne un petit volume d'air dans la seringue à pression atmosphérique. Puis je viens tirer sur le piston de la seringue, l'air se dilate et finalement j'ai moins de pression qui est exercée sur les parois de la seringue. Dans ce cas, la pression a diminué alors que le volume a augmenté. Bref, en TP, on pourrait faire plein de mesures, prendre plein de positions de la seringue, mesurer à chaque fois la pression avec un pressiomètre et le volume qu'on lirait sur la seringue, et on verrait que le produit, donc la multiplication entre la pression et le volume, serait une constante. Alors de quoi dépend cette constante? Déjà, on voit sur ce schéma que si j'emprisonne dans la seringue pour un même volume une quantité de matière différente de molécules d'air, eh bien je ne vais pas avoir la même pression puisque je ne vais pas avoir le même nombre de molécules qui font pression sur les parois de la seringue. Donc cette constante dépend tout d'abord de la quantité de matière de gaz contenue dans l'enceinte. Autre grandeur importante, à quantité de matière égale à volume égaux, si on prend un gaz froid et un gaz chaud, eh bien le gaz froid ne va pas avoir une grande agitation des molécules alors que le gaz chaud
va avoir des molécules qui sont très agitées, donc qui vont exercer des forces pressantes plus importantes sur la paroi de la seringue. Donc cette constante de la loi de Mariotte dépend également de la température du système. Et si on fait les mesures précises, on se rend compte que pour que P fois V égale N fois T, pour que ça marche bien, il faut rajouter une constante qu'on appelle la constante des gaz parfaits et que l'on note R. Petite remarque sur les unités, la pression s'exprime en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol et la température en Kelvin. Donc si dans l'énoncé d'un exercice on a un volume en litres, il faudra penser à le convertir en mètres cubes. Et si on a une température en degrés Celsius, il faudra penser à la donner en Kelvin. Comment est-ce qu'on fait notre conversion du volume? Tout d'abord, on se rappelle que 1 litre correspond à 1 décimètre cube. Ou encore que 1 millilitre correspond à 1 centimètre cube. Donc si par exemple on a un volume de 100 millilitres à convertir, ça me donne 100 centimètres cubes que je vais placer dans le tableau. 100 cm3 avec le chiffre des unités dans la première colonne à droite des centimètres cubes. Et je veux le savoir par exemple en mètres cubes. Donc je complète jusqu'à la colonne des mètres cubes, la première colonne étant le chiffre des unités. Voilà pour la conversion de 100 ml en mètres cubes. En ce qui concerne la température, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait l'exprimer en Kelvin. L'échelle des Kelvin est juste décalée par rapport à l'échelle des degrés Celsius pour que la température la plus froide de l'univers, le 0 Kelvin, c'est-à-dire l'état où on a une énergie qui est nulle, eh bien, elle soit de moins 273,15 degrés Celsius. Donc il y a juste un décalage de 273,15 degrés Celsius. Donc si on vous donne une température de 25 degrés Celsius, par exemple, vous avez juste à ajouter 273,15 à votre valeur pour avoir le résultat en Kelvin. De même qu'ici, vous auriez juste à ajouter 273,15 à cette valeur pour tomber sur 0 Kelvin. On en a fini avec la loi de Mariotte, on va maintenant passer à la loi fondamentale de la statique des fluides, qui, elle, ne concerne pas les gaz, mais les fluides incompressibles, c'est-à-dire les fluides qu'on ne peut pas comprimer davantage, ou en tout cas dont la variation de volume avec la pression est négligeable. La loi de la statique des fluides nous dit que lorsqu'on plonge un corps dans un fluide incompressible, il va subir une différence de pression qui va dépendre de ce fluide et de l'altitude à laquelle il se trouve dans le fluide. Donc là, je l'ai écrite en entier. Ici, la différence de pression que vous subissez dans le fluide dépend de la masse volumique du fluide. Si vous êtes dans un fluide très dense, je pense que vous allez plus le sentir que si vous êtes dans un fluide qui n'est pas très dense. Ça dépend également de l'intensité de la pesanteur. Par exemple, si vous mettez cette petite bille dans un fluide et que vous posez cette éprouvette graduée sur Terre, eh bien la petite bille ne va pas sentir la même différence de pression que sur la Lune, parce que si on regarde microscopiquement, toutes les molécules d'eau qui vont faire pression sur la petite bille, elles font pression parce que les molécules d'eau sont attirées vers le centre de la Terre. Mais comme elles sont moins attirées par le centre de la Terre que par le centre de la Lune, puisque la Lune, rappelons-le, a un rayon plus petit, une masse plus petite, et bien finalement, ces molécules vont faire plus pression sur la Terre que sur la Lune, sur la petite bille que j'ai représentée en rouge ici. Donc l'intensité de la pesanteur du corps considéré est importante. Et puis enfin, dernier paramètre, il s'agit de la différence d'altitude. Plus la bille va être profonde dans l'éprouvette, plus elle va avoir au-dessus une colonne d'eau ou une colonne de fluide qui va exercer une pression importante sur elle. Alors, quand on utilise cette loi, il faudra faire attention à mettre la différence de pression en pascal, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, l'intensité de la pesanteur en mètres par seconde au carré et la différence d'altitude en mètres. Dernière formule qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la définition des forces pressantes. On a vu tout à l'heure que lorsqu'un fluide est enfermé dans une enceinte fermée, eh bien, les molécules vont exercer une pression sur les parois de la cavité. Et bien évidemment, plus les molécules vont aller vite ou vont exercer une force importante, plus la pression va être importante, et plus la surface de la paroi va être grande, plus elle va être exposée à des molécules, donc à des forces pressantes, et donc plus aussi la pression va être importante. Parce qu'alors on aura plus de forces pressantes. On peut définir les forces pressantes ainsi. Force
égale la pression fois la surface. La force en newton, la pression en pascal et la surface en mètres carrés. Et donc vous voyez que plus la pression va être importante, plus les forces pressantes vont être importantes à surface égale. Par exemple, je prends 2 bouteilles de même surface intérieure. Dans une bouteille, j'ai juste emprisonné de l'air à pression atmosphérique. Dans la deuxième bouteille, j'ai mis le gaz sous pression. Et bien ici, on voit qu'il y a plus de molécules, donc microscopiquement, on peut comprendre qu'il va y avoir plus de forces pressantes exercées le long des parois. Alors si on écrit la formule dans ce sens, ça peut nous donner un moyen mnémotechnique, feu égale sapeur-pompier, voilà, pour retenir la formule. Si maintenant on inverse la formule avec un produit en croix, on remarque que la pression, c'est égal aux forces pressantes divisées par la surface. Autrement dit, plus votre surface va être grande, à force pressante égale, eh bien votre pression va être plus faible. Plus la surface sera faible, plus la pression sera grande. Pour illustrer cette formule, j'aime bien prendre un exemple, l'exemple des talons aiguilles. Les filles, quand vous marchez avec vos talons aiguilles, vous allez concentrer toute la force de votre poids en fait sur l'avant de la chaussure et sur le talon aiguille. Alors que lorsque vous marchez en basket, toute votre force est répartie sur la plus grande surface, c'est-à-dire la surface de votre semelle. Et comme cette surface est plus importante, vous allez moins ressentir de pression sur cette surface. Donc pour une force exercée égale, plus la surface est grande, plus la pression est petite. Et plus la surface est petite, plus la pression est grande.